À la fin du 19e siècle, avec le développement de l'énergie électrique, il était normal que les chemins de fer s'intéressent à cette nouvelle source d'énergie, ne serait-ce que pour penser au remplacement des locomotives à vapeur, qui étaient tout de même sales, bruyantes, compliquées, nécessitaient beaucoup de main-d'œuvre et surtout consommaient un combustible qui commençait à devenir rare et cher, surtout après la Première Guerre mondiale. Donc, les chemins de fer se sont intéressés timidement à la traction en courant, mais continu au départ. Pourquoi ? Parce que le courant continu permettait d'avoir des moteurs série avec un fort couple au démarrage, c'est-à-dire le moteur idéal pour tirer de lourdes charges. Mais la mise en œuvre s'est révélée tout de même assez complexe. Les premiers débuts eurent lieu bien entendu dans des mines 1881 avec une locomotive Siemens. Et puis les premières applications de l'électricité se furent dans des applications très spécifiques. Là, on ne pouvait pas utiliser la vapeur. Devinez où ? Ben oui, d'abord dans les villes, les tramways, bien évidemment, et dans les souterrains. Ce fut le cas notamment à Paris, en 1900, avec cette locomotive qui est ici derrière moi, la Cité des Trains à Mulhouse, magnifiquement restaurée. On croirait qu'elle sort de l'usine. Cette machine, 1900. Regardez bien sa particularité. Elle était destinée à remorquer les trains de banlieue dans le souterrain entre la gare d'Austerlitz et la gare d'Orsay. Puis, prolongement de la ligne jusqu'à Juvisy. Elle faisait donc les trains de banlieue. Donc, cette machine, qui est un modèle dérivé d'une machine américaine, regardez sa particularité, elle est du type BB. Et oui, ce fut la première BB française. Pourquoi ? Là, il y a un bogie à deux essieux, et derrière, un autre bogie à deux essieux. Et les moteurs de traction, le courant électrique, sont ici, à l'intérieur du bogie. Une machine avec une puissance, disons, très faible, celle d'une machine à vapeur, 680 chevaux pour 45 tonnes. Elle roulait à 50 km/h. Particularité, elle utilisait du courant continu 850 volts, mais elle le captait, comme pour les métros, par un frotteur, un troisième rail latéral. Vous voyez, ici, il y avait un frotteur qui prenait le courant, comme pour le métro. Mais, comme cette machine allait en banlieue jusqu'à Juvisy, elle prenait son courant par la caténaire et sur le toit, il y avait un tout petit pantographe qui nous semble aujourd'hui bien ridicule. Et puis enfin, pour voir les progrès qui ont été réalisés à partir des premières bébés, Bruno, vous allez me suivre, on va aller jeter un petit coup d'œil au poste de conduite. Donc, 1900, cabine de conduite de la première locomotive électrique française, bébé. Ça, c'est la cabine, vous voyez qu'il y a de la place. Bonne visibilité avant et arrière. La cabine est au milieu avec des capots plongeants. On y avait pensé. Puis alors, regardez, le graduateur, le manipulateur, le conducteur était donc debout. On n'allait pas plus de 50 à l'heure. Et ça, c'était pour passer l'écran de chantage des moteurs. Vous voyez, c'était du solide. Et puis enfin, dernier point, le type conduisait comme ça. Et là, ça, c'était les robinets de frein. Donc la première compagnie à utiliser des bébés de traction électrique en France, c'est, avec ses boîtes à sel, on l'a vu, le Paris-Orléans, le PO. Mais la deuxième compagnie à s'intéresser à la traction électrique en France, et avec des bébés, on va y arriver, c'est la Compagnie du Midi. Pourquoi la Compagnie du Midi ? C'était logique. Parce que dans le Midi, c'est proche des Pyrénées, eh bien, il y avait de fortes rampes à gravir avec les trains de marchandises, et donc les machines à vapeur s'essoufflaient. Et puis deuxièmement, qui dit Pyrénées, dit barrage et production facile, et transport facile d'énergie électrique. Et donc, très rapidement, on s'est intéressé à la traction électrique, toujours en courant continu, 850 volts, et la deuxième ligne française fut Villefranche-Bourg-Madame, avec des automotrices. Mais la Compagnie du Midi hésitait. Faut-il continuer le courant continu ou essayer le courant alternatif ? Tant et si bien qu'en 1915, une délégation de la Compagnie du Midi est partie en Angleterre et a été stupéfaite devant les résultats de machines bébés anglaises qui tiraient de lourds trains de marchandises. Elles étaient alimentées en courant continu 1500 volts, mais avec une caténaire. Eh bien, en 1920, on a ainsi décidé qu'en France, l'électrification se ferait non plus en courant alternatif, mais en courant continu 1500 volts. C'était donc parti. Et nos bébés, me direz-vous ? Eh bien, en 1923, les premières machines bébé Midi, c'est-à-dire celle-ci, vous la voyez ici, restaurée dans son jus d'origine, regardez bien, la 4002, première locomotive bébé de forte puissance française, a circulé le 30 octobre 1922 entre Lourdes et Tarbes. C'était le début de l'électrification du Midi, et puis surtout le début de la saga des bébés. Alors des machines assez rudimentaires, très solides, les biquettes comme on les appelait, des machines qu'on a couplées en unités multiples, des machines de puissance de l'ordre de
000 chevaux, des machines capables de faire aussi bien des omnibus, des voyageurs, que des trains de marchandises. Bref, les bonnes à tout faire. Elles ont fonctionné sur les lignes françaises pendant près de 3/4 de siècle. Les dernières ont été arrêtées tout récemment et l'une d'entre elles a parcouru près de 2 800 000 kilomètres. Alors, la suite. Eh bien, la suite, la recette fut bonne. De cette machine, de cette série de machines de BB Midi, on a dérivé sur la ligne Paris-Lyon en 1952 les BB 8100, les fameuses BB 8100. Mais un événement est intervenu. En 1944, en Suisse, les Suisses, sur la fameuse ligne du Lochberg, ont mis en service une RE 4x4. Autrement dit, une BB de 4000 chevaux capable de rouler à 125 km/h. Les Suisses faisaient la démonstration qu'avec des bébés et non plus des machines avec des essieux directeurs, comme les 2D2 ou les 1CC1, eh bien on était capable de rouler vite avec de fortes puissances. Ça y est, la saga des bébés était lancée. Regardez bien, 1922. BB Midi, 1955, la 9004, la série 9001, 9002, 9003, 9004. Celle-ci, avec 4000 chevaux, a battu le record du monde de vitesse sur rail, 331 km/h. La suite, vous la connaissez, de cette série de machines BB, on a dérivé les 9200, puis les 16000 en courant alternatif, puis les nez cassés, etc., etc. Ça y est, la grande saga des bébés était partie. Et dorénavant, toutes les machines de forte puissance sont des bébés. Donc, dans ce DVD consacré aux bébés, un film et 4 bonus. Le film, cavalerie légère. Autrement dit, les bébés, mais vus non plus courant continu, mais courant alternatif. C'est-à-dire, eh bien, les 16 000, les 16 500 et puis les 12 000. Vous savez, les faire repasser la cabine au centre et puis les deux capots. 4 bonus. Premier bonus, la BB universelle, la 10004. Deuxième bonus, comment ça marche la transmission électrique. Et oui, comment transmettre l'énergie d'un moteur électrique aux roues avec différents systèmes d'accouplement. Troisième bonus, des idées d'avance, des essais d'adhérence avec la BB 12006. Enfin, quatrième bonus, un homme, un métier. Non, il n'y a pas d'homme. Pourquoi? Parce que ce sont des essais qui ont été menés à la SNCF avec une BB 9200 pour une conduite sans pilote. Allez, bon voyage. Cette locomotive n'est semblable à aucune de ses devancières. Aucune machine au monde ne lui ressemble. Une formule nouvelle vient de voir le jour. C'est par ces mots que débute l'exposé général fait par M. Nouvion, chef de la division des études traction électrique, pour présenter aux techniciens les nouvelles locomotives électriques monophasées BB 16500 de la SNCF. Pourquoi ces locomotives ont-elles été conçues? Quelles sont les particularités de leur construction? Quels services sont-elles capables d'accomplir? Quel sera l'avenir de cette conception? C'est ce que nous avons cherché à exposer en réalisant ce film. La locomotive BB 16574 entre au dépôt de La Chapelle. Elle a remorqué un rapide de Lille à Paris. Tel naufragant pur sang va-t-elle pouvoir goûter un repos bien gagné aux côtés de cette locomotive à vapeur? Non, et à l'étonnement de ce mécanicien, le conducteur déclare « Je repars immédiatement en tête d'un train de marchandises lourds, car, et c'est une nouveauté, les bogies de ma locomotive comportent un double rapport d'engrenage manœuvrable à l'arrêt. » La manœuvre en est simple et rapide, le conducteur en fait la démonstration au mécanicien étonné. Une manivelle libère les mécanismes. Un balancier bascule. Un index se déplace de la position V voyageur à M marchandise. Une rotation en sens inverse verrouille le dispositif. C'est fait, le pur sang s'est placé dans la solide carcasse du cheval de trait.
Comme nous sommes loin de cette boîte à selles, première locomotive électrique mise en service au début du siècle par la compagnie du PO. Mais feuilletons ensemble l'album de famille pour retrouver la physionomie de quelques locomotives qui ont précédé la BB 16500 et qui lui ont permis d'être ce qu'elle est. 1926, la 2D2 501, dont les performances firent le succès des premières électrifications. 1935, la 2D2 703, dont nous reparlerons tout à l'heure. 1947, les BB 8100, construites en grande série pour Paris-Lyon. 1949, naissance des CC 7100. Celle-ci, en 1954, roula à 243 km à l'heure. N'oublions pas, pendant cette même période, une nouvelle série de locomotives 2D2, les 9100. De ce prototype dérivaient les BB 9200, nouveaux pur sang du rail, sur les lignes électrifiées en courant continu. Et voici maintenant apparaître une nouvelle cavalerie, son champ de course, les lignes électrifiées en courant monophasé 50 périodes. BB 12000 à silhouette caractéristique, BB 16000 que l'on pourrait confondre avec les 9200 si les pantographes ne lui donnaient une physionomie particulière. BB 12000, BB 16000 se partagent la remorque des trains sur nos lignes électrifiées en courant monophasé. Les premières assurent un service mixte, les deuxièmes la remorque des trains rapides. Bien que d'aspect différent, elles sont sœurs. La plus jeune, la BB 16000, a bénéficié des progrès réalisés au cours des 6 années qui se sont écoulées après la mise en service de la BB 12000. Dans un même poids, 84 tonnes, les techniciens n'ont-ils pas réussi à loger une puissance accrue de près de 50%, rendant les BB 16000 aptes à remorquer les trains rapides lourds sur Paris-Lille et Paris-Strasbourg. Mais dans bien des cas, les performances permises se révélaient trop supérieures aux besoins. Une locomotive plus légère, donc plus économique, s'avérait indispensable. Ainsi est né le programme d'étude d'une nouvelle locomotive BB, dite légère, pour service mixte. Pour satisfaire ce programme, une BB 12000 petit modèle aurait pu suffire. Mais depuis Valenciennes-Thionville, des idées nouvelles avaient pris corps. Réaliser des bogies à un seul moteur de traction, les munir d'un double rapport d'engrenage facilement manœuvrable à l'arrêt. À cette tâche s'attelèrent les techniciens de l'Alstom et ceux de la SNCF. Un seul moteur par bogie, c'est réaliser l'accouplement des essieux. La disposition adoptée sur la BB 16500 s'inspire d'une réalisation déjà ancienne. L'accouplement des essieux permet un empattement très réduit entre essieux moteurs, 1,608 m encore jamais appliqué pour la réalisation des grandes vitesses. Le problème a été résolu en s'inspirant des dispositions des locomotives CC 7100 à courant continu. Comme sur les CC 7100, sur les BB 16500, les deux pivots sont distants de 2,335 m. C'est cette cote qui, en tant que critère de stabilité, remplace l'ancienne notion d'empattement et rend possible, malgré la faible valeur de celui-ci, la réalisation de vitesses très élevées. 2D2 703, CC 7100, voilà les ancêtres directs de la BB 16500, les noms qui figurent à son pédigré. Puissance des BB 12000, célérité des BB 16000, voilà les qualités qui lui ont été généreusement accordées à sa naissance. Toutefois, pour les techniciens, la transposition des résultats des CC 7100 au futur BB 16500 nécessitait des essais préalables. Ils furent exécutés sur une maquette remorquée jusqu'à 150 km à l'heure, comme cela avait été fait en 1948, pour étudier la stabilité des CC 7100. Nous assistons ici à un essai de contrôle de la suspension.
Les différents paramètres susceptibles d'avoir une influence sur la stabilité à grande vitesse furent étudiés et leurs valeurs déterminées. Restait la réalisation du double rapport d'engrenage qui, outre l'avantage de permettre à la locomotive de circuler à pleine puissance à 90 km à l'heure comme à 150, avait pour conséquence une réduction des dimensions des moteurs, donc un gain de poids important par rapport à la disposition classique. Cette maquette réalisée à l'échelle 1/5 reproduit la disposition finalement adoptée. Le démonstrateur, en manœuvrant ce levier, fait basculer le balancier dans lequel sont montés les trains d'engrenage, voyageurs et marchandises, rendant ainsi visible le fonctionnement du système de rotation. Précisons que sur la locomotive, cette manœuvre ne peut se faire qu'à l'arrêt. L'étude menée à bien, nous verrons tout à l'heure comment, la BB 16501 faisait ses premiers pas en juillet 1958 sur la voie des usines Alstom à Belfort. À peine sorti, déjà des essais. Attelé à une locomotive freinée énergiquement, on examine sur la voie d'essai du constructeur son comportement. Quelques jours plus tard, sur Briey-Audin-le-Roman, qui présente un profil en rampe de 10 pour 1000 et de nombreuses courbes de 500 mètres de rayon, on la met en tête d'un train de 1805 tonnes. Elle effectue des démarrages sur les sections les plus difficiles. Le dépouillement des résultats montre que dès ses débuts, la BB 16500 donne des points d'adhérence maximum de 40 à 50% à 40 km à l'heure, supérieurs de près de 20% aux résultats obtenus précédemment avec des locomotives traditionnelles. L'accouplement des essieux a bien payé. Depuis, ces résultats ont été largement dépassés. La BB 16600 ayant sur cette même ligne, en juillet 1961, effectué le démarrage d'un train de 2315 tonnes. En ce qui concerne les trains de voyageurs, les résultats sont également remarquables. Après avoir fait ses preuves à 161 km à l'heure entre Strasbourg et Mulhouse, n'a-t-elle pas relié Paris à Lille en 1 h 58 minutes avec un train de 13 voitures, vitesse moyenne 127 km à l'heure. Pénétrons maintenant dans les ateliers du constructeur pour assister à la naissance d'une de ces locomotives semblable à nulle autre. Dans l'immense hall de montage, une véritable chaîne de ce qui sera bientôt des locomotives BB 16500 s'allonge. Sur un des châssis, le pontonnier, avec douceur, descend une armoire contenant tous les appareils propres à un moteur. Inverseur, contacteur, résistance de chantage. Ce bloc prend place à proximité du moteur dont il sera l'auxiliaire. Voici une cabine préfabriquée. Entre les deux cabines, on remarque la forme de la partie centrale du châssis, surbaissée dans l'emplacement laissé libre entre les deux bogies. Dans cette cave viendront se loger le transformateur et ses accessoires, les selfs de lissage, le transformateur des auxiliaires, tous appareils n'exigeant pas des visites périodiques fréquentes. Cette partie centrale sera recouverte par 3 éléments de caisse facilement démontables. Sur la toiture, 2 pantographes du type nouveau AM, dont les qualités de captage à très grande vitesse ont été mises en évidence au cours d'essais systématiques. Dans une travée voisine, le bogie voit le jour. Pour mieux en saisir la construction, utilisons la maquette et juxtaposons les différents éléments. Le châssis de construction soudé, simple et robuste, en forme de berceau, dans lequel prendra place l'unique moteur de traction.
Le train roulant a boîte d'essieu intérieure solidarisée par des balanciers sur lesquels viendra reposer le châssis de bogie par l'intermédiaire de ressorts en hélice. Ces vues s'identifient à la réalité. Sur un chantier voisin se montent les carters d'engrenage. Mise en place de la roue dentée intermédiaire. Après basculement du carter, on procède au montage des 2 roues d'entraînement des essieux. Au réducteur maintenant. Dans une des 2 coquilles qui constitueront le balancier tout rayonnant sur le carter des engrenages, prennent place les pignons doubles, grâce auxquels seront réalisés les 2 rapports d'engrenage, marchandises, voyageurs. La 2e coquille est maintenant soigneusement assemblée. Le balancier vient prendre place sur le carter d'engrenage. La liaison entre la roue dentée d'essieu et la roue de roulement est assurée par la transmission Alstom à anneau dansant, dont les biellettes d'articulation à cils en bloc absorbe tous les mouvements de l'essieu par rapport au carter, ainsi que le montre cette maquette d'étude. Le réducteur peut maintenant être fixé sur le châssis de bogie. De la maquette à la réalité, seules les dimensions changent. C'est au tour du moteur de traction de venir prendre place dans cet ensemble, son berceau latent. Il y prend place aisément grâce à la tolérance de l'accouplement élastique entre moteur et réducteur. Dernières opérations de montage. Comme sur la maquette, le moteur est prêt à entraîner les essieux aux vitesses fixées par les positions du balancier dans son carter. La locomotive BB 16559 terminée sort des ateliers. 11h45 en gare de Paris-Nord, le 317 à destination de Lille prend le départ. En tête, une BB 16500.
Tout au long de sa route, il croisera de nombreux convois. Entre les deux capitales, le rail ne chôme pas. Venant vers nous, une rame de banlieue. En tête, une voiture à poste de conduite. La locomotive est à l'arrière. Personne à bord. Elle est commandée à distance. Même par radio. C'est une BB 16500. Ce train, remorqué par une Pacifique, va emprunter à la prochaine bifurcation une ligne non encore électrifiée. Tiens, mais c'est notre mécanicien de la Chapelle. Nous dépassons Creil et croisons un rapide entraîné à 150 km à l'heure par une BB 16000. Puis un marchandise remorqué par une BB 12000. Abandonnons un instant notre rapide et rendons-nous au cœur du pays minier voisin. Ces deux locomotives BB 16500 sont attelées ensemble. Leurs pantographes s'élèvent en même temps. Nous sommes à Lens et le train de minerai en partance est si lourd qu'il exige deux locomotives. Dans la machine de tête, le conducteur passe d'écran. Dans la cabine de la deuxième locomotive, personne. Et pourtant, ce cadran indique que l'appareillage fonctionne. Grâce au dispositif de marche en unités multiples, les BB 16500 en complet synchronisme additionnent leur puissance sous la férule d'une seule équipe de conduite. Le conducteur ramène son manipulateur au cran 0. Un sectionnement est en vue. Il ouvre le disjoncteur, un voyant s'éclaire. Dans la deuxième locomotive, les mêmes ordres sont exécutés aux mêmes instants. Le sectionnement passé, le disjoncteur est réenclenché. Le manipulateur progresse. Dans la deuxième locomotive, l'écran passe également. Notre train cargo sera conduit à bon port et l'horaire sera respecté. Quittons cette région où les trains de minerai se succèdent et rejoignons notre rapide qui, pendant cette fugue, a poursuivi sa route. Il approche du but. Une BB 16500 avec des voitures de banlieue est en vue. C'est l'approche de notre grande métropole du Nord. Le voyage s'achève. Et brusquement, grâce à la caméra, nous voici à Béziers qu'un train vient de quitter. Nous retrouvons une silhouette bien connue. Mais cette caténaire plus lourde, cette sous-station importante, oui, nous sommes sur une ligne électrifiée en courant continu, 1500 volts. Et la BB 20004 qui vient de passer devant nous s'appelait hier encore BB 16540. À son équipement monophasé, on a adjoint un équipement continu. Elle est devenue bicourant. Après Béziers et les lignes de la Méditerranée, nous retrouvons la BB 20004 sur les lignes de l'Étoile de Savoie, qui virent la confirmation du courant monophasé 50 périodes en France et dans le monde. Trains rapides ou trains lourds, trains réversibles ou nécessitant l'unité multiple, trains circulant dans des régions électrifiées suivant des principes différents ou, grâce au freinage par récupération, trains circulant sur des lignes de montagne, tous peuvent être remorqués par des BB 16500, locomotives universelles.
Mais le bogie monomoteur ne s'applique pas au seul type BB. Un nouveau prototype, la CC 10002, circule depuis janvier 1961. Le but poursuivi, expérimenter une locomotive dérivée de la BB 16500 et comportant 2 bogies à 3 essieux, dans la formule monomoteur, dont les dispositions puissent être applicables à toute locomotive électrique ou diesel. Dès les premières marches à vitesse élevée, 145 km à l'heure, la tenue de voie de ce prototype s'est révélée excellente. Des bogies de ce type sont dès maintenant prévues pour les locomotives quadricourants que la SNCF vient de commander pour être utilisées par exemple sur Paris-Bruxelles et Paris-Cologne, ainsi que sur 2 prototypes de locomotives diesel électriques de 4000 chevaux. En faisant avec les BB 16500 du révolutionnaire, la SNCF n'a pas été à l'aventure. L'audace a payé. Composons nos trains. D'abord une BB 7002 pour tirer à 100 km/h mon train de marchandises. Voilà. Maintenant une BB 22200 pour mon train de voyageurs. Celui-là ne dépasse pas le 160 km/h. Et pour emmener à 200 km/h mon train corail, j'accroche une BB 22350. Une BB 10004 pour le train de voyageurs 160 km/h. Une BB 10004 pour le train rapide corail 200 km/h. Une BB 10004 pour le train de marchandises. Dites-moi, comment une même locomotive peut-elle arracher 2050 tonnes en rampe de 8,8 pour 1000 et rouler avec 16 voitures corail à 200 km/h? Parce que son moteur permet à la fois de soutenir des efforts très importants au démarrage et de développer sa pleine puissance jusqu'à 200 km/h. Mais quel est ce moteur? Celui-là, le nouveau moteur synchrone autopiloté alimenté par onduleur de courant. Quels étaient les problèmes? Gagner de la puissance sans changer l'encombrement et sans alourdir la locomotive. Une seule solution, tourner plus vite. Un impératif pour y parvenir, supprimer les limitations imposées par le collecteur et les balais. Dans le moteur synchrone autopiloté, c'est chose faite. La distribution du courant dans les conducteurs du stator est assurée par un ensemble de thyristors qui joue le rôle de collecteur statique, l'onduleur du moteur.
L'électronique a l'incontestable supériorité de la simplicité. Notons dans ce moteur que le stator constitue l'induit et le rotor l'inducteur. Ah, quant à sa vitesse de rotation, elle n'est limitée que par des considérations de bonne tenue mécanique. Résumons-nous. Le moteur synchrone autopiloté tourne à 1950 tours minute au lieu de 1155, pratiquement le double de vitesse. Il donne plus de puissance pour une masse plus faible. Avec un réducteur approprié, la locomotive développe sa pleine puissance de 80 km/h à 200 km/h. Au cours du démarrage, elle soutient un effort de traction très élevé. Pour les spécialistes, 320 kN. Mais alors, pas besoin de maintenance si ce moteur ne possède plus ni collecteur ni balai. Non, pas tout à fait. La maintenance de grand atelier sera toujours nécessaire. Mais la maintenance de dépôt, en quelque sorte la station-service, n'existera pratiquement plus. Plus besoin de visites annuelles rigoureuses pour éviter les gros dégâts, plus de collecteurs à nettoyer, tourner, plus de balais à changer, plus de cages à vérifier, d'écartements à surveiller. Alors, il ne faut plus qu'une seule locomotive, là où il en fallait 3. Pas du tout faux. Le nombre de trains ne change pas. Il faut toujours autant de locomotives. Mais quelle simplicité pour l'exploitation sur les réseaux SNCF. La même locomotive pour les trains de voyageurs comme pour les trains de marchandises. Plus de gymnastique de casse-tête de temps perdu pour constituer les trains. La BB 10004 qui arrive avec des marchandises repart avec des voyageurs. On peut lui demander tous les services, elle peut tout faire. La BB 10004 a techniquement tous les avantages. Simplicité, fiabilité, facilité de mise en œuvre. Elle les aura aussi en exploitation. Économie, rentabilité, productivité. Alors, la transmission, comment ça marche? Autrement dit, comment transmettre la rotation et l'effort de traction d'un moteur électrique aux roues? Un exemple, vous voyez cette automotrice, magnifique, 1914, pour la banlieue sud de Paris. Elle repose sur 2 bogies à 3 essieux. C'est très particulier. 1, 2, 3 essieux. Et les moteurs électriques sont placés à l'intérieur du bogie. Il faut donc un lien entre le moteur électrique et les roues. Mais comme les roues bougent et que le moteur électrique est fixe, il faut prévoir des transmissions capables d'encaisser des efforts énormes. Petite explication.
Voici maintenant la même chose, mais là on est à l'intérieur du bogie. Le système de transmission s'appelle la transmission tramway. Pourquoi? Parce que c'est la plus simple. Regardez, voilà le moteur électrique qui est à l'intérieur du bogie. Il n'est pas petit. En bout d'arbre, il y a un pignon. Ce pignon alimente ici une couronne dentée pour transmettre l'effort. Et la couronne dentée, elle est directement liée à l'axe. Là, il y a l'axe, et puis ici, vous voyez, il y a les deux roues. Eh bien, regardez, ce moteur, pour suivre les débattements des roues et rester constamment en liaison avec lui, eh bien, le moteur, lui, repose sur l'axe. Ici, vous voyez, là, l'axe est ici, il y a des coussinets. Et de l'autre côté, il prend appui sur le bogie, par ce qu'on appelle un nez, et là, il y a des ressorts de façon à admettre les petites vibrations et les efforts. Ça, c'est la transmission la plus simple, la plus classique, c'est la transmission tramway. Transmission un peu plus évoluée et qui a donné naissance aux transmissions modernes. Je vous rappelle toujours le problème, il faut absorber des efforts énormes, des à-coups, mais également suivre les dénivellations de la voie. Regardez, ça, c'est l'exemple type d'une transmission qui a été adoptée vers 1900 sur les motrices Saint-Gervais-Valorcy. Cette fois-ci, nous sommes dans le bogie. Vous connaissez l'axe avec les deux roues. Mais regardez, le moteur électrique, lui, au lieu d'être dans ce sens-là, dans le bogie, il est dans le sens longitudinal. Il est un peu comme le moteur de voiture. Et il transmet son effort, vous voyez, par ce qu'on appelle un couple conique. En quelque sorte, c'est le pont arrière de la voiture. La pièce essentielle, c'est celle-ci. Pourquoi? Au lieu d'avoir, vous voyez, un seul axe, cet axe est deux demi-axes, l'un rentrant dans l'autre. C'est ce qu'on appelle un arbre creux. Donc il y a un demi-axe ici, un demi-axe là. Et la liaison entre les deux est une liaison mécanique, regardez. La partie parme, c'est l'un des demi-axes, la partie rouge, l'autre demi-axe. Et pour entraîner le parme avec le rouge, on a placé entre les deux de très gros ressorts. L'avantage, le ressort absorbe les torsions, les à-coups au démarrage et au freinage, mais également le système est souple et peut suivre les dénivellations de la voie, alors que le moteur, lui, reste fixe. Vous voyez, toujours la même idée, le moteur est fixe, et puis on suit par la transmission les mouvements des roues. Ce système, qui était en 1900, a été évolué. On en a dérivé des transmissions qu'on appelle aujourd'hui à anneau dansant et à arbre creux, c'est ce qu'il y a eu sur les CC 7107, puis sur les BB, puis les transmissions à cardan, enfin, la plus évoluée, c'est celle du TGV. Cette fois-ci, le moteur n'est plus dans le bogie, mais il est placé sous la caisse de la motrice du TGV. Pourquoi? Parce qu'il faut alléger au maximum le bogie de façon à réduire les efforts sur la voie à grande vitesse. Et le lien entre une caisse et un bogie qui bouge se fait par un arbre à cardan, un arbre de transmission, comme sur les camions. Reste que dans tous les cas, il faut un train d'engrenage entre le moteur et les roues. Regardez ce film, ça s'appelle Dans Pardon. C'est dans cette usine spécialisée, dont les portes s'ouvrent devant l'œil indiscret de notre caméra, que sont fabriqués les trains d'engrenage des locomotives électriques BB équipées du bogie du type Jacquemin. C'est ici que furent aussi fabriqués et traités les engrenages qui permirent à la locomotive BB 9004 de battre le record du monde de vitesse. Pour commencer notre visite dans cette usine tout à fait spéciale, nous allons assister à la naissance d'un pignon moteur. On procède d'abord à l'ébauche de la denture sur machine travaillant par mortaisage. La précision obtenue est grossière. On achève le taillage sur une machine à vis-fraise à grande vitesse. La précision de l'usinage sera détruite en partie par les opérations ultérieures de traitement thermique. Sémentation suivie d'un revenu, puis trempe à l'huile et détente. Il y aura donc nécessairement des retouches. Il faut rectifier la denture par petites passes successives sur une machine procédant par génération. Cette machine plus importante effectue la même opération, mais cette fois sur une couronne d'intermédiaire de 45 dents. Et il ne faut pas ici ménager l'huile, cette âme de la mécanique.
Ceci est le montage sur lequel les pignons subissent ensuite, deux par deux, l'opération de superfinition par polissage électrolytique. Les deux pignons fixés à l'anode sont équipés de cathodes en treillis de laiton. L'ensemble est descendu dans le bac d'acide concentré et chaud où se fera l'électrolyse. Contact. On monte en intensité. Voltage et ampérage ne sont pas proportionnels. Le courant passe. Les 1200 ampères dissolvent lentement la surface du métal. Les fines aspérités de rectification sont nivelées. Avec la couche superficielle auront disparu les contraintes de surface et les cristaux blessés. On va retrouver à quelques centièmes de millimètre de profondeur l'état virginal du métal sur une surface polie. Opération terminée. Stop. On sort les pièces, elles sont polies. Mais attention aux projections d'acide, elles n'auront pas le même effet sur la peau d'un imprudent. Un bon rinçage maintenant, et les pignons seront terminés. La disposition particulière des cathodes a accentué l'action du courant sur l'extrémité extérieure de chacun des pignons. On a obtenu ce qu'on appelle le bateau ou crowning. Le flanc de la dent n'est plus entièrement rectiligne. Sur la moitié de sa longueur, il est dépouillé suivant une forme elliptique. Il en résulte qu'en service, et malgré les flexions, l'effort ne se concentrera jamais à l'extrémité de la dent, condition très favorable à la bonne tenue de la pièce. Le calibre d'écartement permet de constater cette dépouille, un bon dixième par flanc. Avec la règle, cette dépouille devient visible. En même temps que le bateau, le polissage électrolytique permet d'obtenir la dépouille du sommet de la denture. Pour doser à la fois l'importance de cette dépouille et celle du bateau à obtenir, on est conduit, dans chaque cas, à choisir la technique opératoire la mieux adaptée au double résultat recherché. Voici par exemple la disposition employée pour le polissage électrolytique de la couronne d'intermédiaire de 45 dents que nous avons déjà vue en rectification. Cette fois, on a interposé un écran isolant entre la pièce et la cathode qui est maintenant cylindrique. L'ensemble est descendu dans le bain d'acide comme les pignons moteurs. Avant la fin de l'opération, l'écran sera remonté. Un brassage énergique du bain entraîne et évacue les gaz produits par l'électrolyse. Le traitement est terminé. Un rinçage et l'engrenage intermédiaire sera prêt à prendre sa place dans la transmission entre le pignon moteur et la couronne dentée. La couronne dentée, ici en cours de tournage, est dotée de 73 dents. Elle est le dernier étage du train d'engrenage et sera montée élastiquement sur le centre de transmission. Après tournage, vient la première opération de taillage, l'ébauche. Ce travail s'effectue sur une machine particulièrement rigide, avec une vis fraise spéciale
qui laisse très peu de métal à reprendre en finition dans l'arrondi de fond de dent. Le métal, un nickel chrome molybdène 35 NCD11, est traité avant usinage. C'est un alliage qui se défend énergiquement contre les attaques de l'outil. L'ébauche de taillage a pu, en libérant certaines contraintes tangentielles subsistant dans le métal, déformer légèrement la couronne. Pour le centrage correct de cette couronne sur son centre, il est nécessaire de rectifier, avant la finition de taillage, les portées cylindriques intérieures de la couronne dentée. Cette opération délicate s'effectue, cela va sans dire, sur des machines de grande précision. Les portées de guidage de la couronne étant soigneusement rectifiées, on a procédé à un centrage rigoureux de la pièce sur la machine à tailler. Ceci en vue de l'opération de finition de taillage que nous voyons maintenant. Cette opération se fait sur machine à vis fraise avec un outil rectifié. Le travail se fait à grande vitesse, la passe étant peu profonde. La voici presque achevée. La sortie de fraise se fait sans histoire, comme d'ailleurs l'entrée il y a un instant. Après la finition de taillage, la couronne dentée est terminée. On va donc procéder au montage du centre de transmission. D'abord, mise en place des deux roulements coniques. Ces deux roulements permettent la rotation du centre autour du pivot fixe de transmission fixé au châssis de bogie. Deux entretoises positionnent les cônes et les cuvettes pour réglage du jeu axial. L'entraînement en rotation du centre de transmission se fait par l'intermédiaire de 6 ressorts hélicoïdaux interposés entre la couronne dentée et le centre. L'élasticité tangentielle due à ces ressorts protège les organes de transmission et notamment les dentures contre les efforts dynamiques. Ces efforts peuvent être considérables en raison de l'inertie importante des masses en rotation. La couronne dentée est maintenue radialement en position par ses portées rectifiées. Elle s'appuie sur deux autres portées également rectifiées, appartenant l'une au centre de transmission, l'autre à un flasque amovible qui protège en même temps les organes du système élastique. Parfaitement guidée, la couronne possède un léger mouvement de rotation par rapport au centre qui permet le fonctionnement du système élastique. Un flasque de blocage maintient axialement l'ensemble des deux roulements coniques. Les boulons de blocage sont en acier spécial traité. Toutes les pièces de l'essieu sont maintenant à pied d'œuvre. La transmission est montée sur l'essieu. On a calé la deuxième roue, on tourne le bandage. Voici l'essieu complètement monté, prêt à prendre sa place dans le bogie. La transmission est en place. Le pignon, lui, est calé à chaud sur l'arbre du moteur, dont il va suivre le sort et dont il transmettra fidèlement à la couronne intermédiaire la puissance. Enfin, en position de travail, on peut procéder au dernier réglage. C'est fini, le montage est achevé. Créé par l'homme pour le servir, l'humble bogie s'en va vers son destin. Vers son dur travail de tous les jours, grignoté dent par dent, grâce à ses engrenages, des centaines de milliers de kilomètres qu'une technique française de fabrication lui a promis de parcourir sans fatigue et sans défaillance.
la première fois au monde, le 18 avril 1955, sur la ligne Paris-Le Mans, un train d'essai sans pilote a roulé à 120 km à l'heure sur une voie française. Il était tracté par la locomotive électrique BB 9003, sans aucune intervention humaine à bord. Les ordres donnés à la machine, uniquement par voie radioélectrique, se réduisent à deux. Premièrement, pour le fonctionnement des freins, et deuxièmement, pour la commande des moteurs de traction. Il y a donc deux sortes de courants à transmettre au train, ce qui constitue, si l'on peut dire, une conversation électronique réduite au minimum. Ceci a permis d'utiliser un appareillage très simple. Fixé sur le toit de la dernière voiture du train, une antenne très courte reçoit l'onde porteuse et la modulation émise par la tour de commande et les transmet à un appareil récepteur muni de deux relais. Ces derniers communiquent par câble les ordres reçus au relais de travail placé sur la machine qui, à leur tour, transmettent à celle-ci l'action commandée. Installée dans la cabine de conduite, cette simple petite boîte contient les deux minuscules relais dits de travail, qui par leurs imperceptibles mouvements commandent, libèrent et maîtrisent par l'intermédiaire des électrovalves les 4300 chevaux de la puissante BB. C'est en présence de Monsieur le ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme, accompagné de Messieurs Armand, président du conseil d'administration de la SNCF, Boyau, directeur général et des hautes personnalités, que vont se dérouler entre les gares de Conneré-Bélier et la Ferté-Bernard les scènes de cette grande première du rail. Vivons donc maintenant cet essai passionnant. Afin de surveiller efficacement l'évolution et les réactions de la rame robot, une automotrice va rouler de concert avec elle sur la voie parallèle. C'est de celle-ci que vont partir toutes les demandes d'ordre transmises par radio-téléphone à la tour de commande électronique, installée sur le toit d'une sous-station située à 10 km de nous. Le technicien devant ses appareils reçoit les appels et en appuyant sur un simple bouton, devient le conducteur à distance de la BB en commandant par voie radioélectrique le train robot. Attention, nous allons partir. Envoyez la porteuse, je compte. 1, 2, 3. Moins d'une seconde. La BB 9003 démarre seule, sans conducteur. Progressivement, toujours sous l'impulsion des modestes relais commandés par la force invisible des ondes, la machine accélère. Comme une mère poule, la motrice d'accompagnement suit côte à côte cet enfant prodige, tout en restant continuellement en contact avec le poste de commande. Allons-y, continuons, montons jusqu'à 120. « 120 km à l'heure. Et personne sur la machine. Mais oui, il n'y a aucun danger. Tout a été prévu. L'appareil flamand est là. C'est lui qui, si la vitesse dépasse 120, par un contact électrique commandera le retour à zéro de la commande des moteurs. Et c'est aussi par son intermédiaire qu'un relais fera les mêmes offices en agissant toujours sur la commande des moteurs et sur le freinage en cas de franchissement d'un signal à l'avertissement ou à l'arrêt. Et nous roulons à 120 km à l'heure. Évidemment, cela paraît moins rapide après le 330. De la motrice d'accompagnement, un ordre est donné, couper, freiner.
Et le poste de commande a répondu « Compris ». Obéissante, la machine reçoit les ordres dictés par les ondes et docilement, le train va s'arrêter sans heurts, à quai, exactement à l'endroit prévu. Voilà.